Chapitre 10. Partie 3. Il y a une fin à toute chose. La mesure la plus grande finit par s'emplir, et cette brève condescendance à mes mauvais penchants détruisit l'équilibre de mon âme. Cependant, je ne m'alarmai pas. La chute me parut naturelle. Ce fut comme un retour aux anciens jours, avant que j'eusse fait ma découverte. Un beau matin de janvier, quand l'hiver touchait à sa fin et qu'il n'y avait pas un nuage au ciel, quoique l'humidité se fît un peu sentir aux endroits où la gelée avait fondu, Regent Park était plein de gazouillements et l'air rempli d'un parfum printanier. Je m'assis sur un banc, au soleil. L'animal en moi se pourléchait au souvenir de mes méfaits. Mon être spirituel, tout en se promettant un repentir subséquent, se laissait aller un peu à l'engourdissement et ne se pressait pas d'entrer dans cette voie. Au beau milieu de ce contentement de moi-même, une faiblesse me saisit. J'eus une horrible nausée et un frissonnement me passa par tout le corps. Ces symptômes se calmèrent, mais me laissèrent le cœur sur les lèvres. À son tour, la faiblesse me quitta. Je remarquai un changement dans le cours de mes pensées. Je me sentais une plus grande hardiesse, du mépris pour le danger, et une sorte d'affranchissement de toute espèce de frein. Je baissai les yeux, mes vêtements pendaient, sans aucune forme, sur mes membres rétrécis. La main posée sur mon genou était noueuse et couverte de poils. Je me trouvais une fois de plus Edward Hyde. Un moment avant, je pouvais prétendre au respect de tout le monde. J'étais riche, estimé, chez moi la table était servie et m'attendait. Maintenant, j'étais à la merci de tous, poursuivi, sans abri, un meurtrier signalé pour qui l'échafaud était dressé. Ma raison chancela, mais ne m'abandonna point entièrement. J'ai remarqué plus d'une fois que dans mon second caractère, mes facultés semblaient aiguisées, et que mon esprit était plus souple, ce qui fit que là où Jekyll eut succombé, Hyde s'éleva à la hauteur de la situation. Mes drogues étaient dans une des armoires de mon cabinet. Comment y atteindre ? Ce fut le problème que, pressant ma tête entre mes mains, j'essayais de résoudre. J'avais fermé la porte du laboratoire. Si j'essayais d'entrer par la maison, mes propres serviteurs m'enverraient à l'échafaud. Je vis qu'il fallait employer un intermédiaire et je pensais à Lanyon. Comment pourrais-je l'approcher ? Comment le persuader ? Même en supposant que l'on ne m'arrêtât pas dans la rue, comment me faire admettre en sa présence ? Et comment pourrais-je, moi, visiteur inconnu et déplaisant, persuader ce praticien célèbre de dévaliser le cabinet de son collègue, le docteur Jekyll ? Je me souvins alors que de mon caractère original, une chose me restait. J'avais conservé ma propre écriture. Et une fois que cette idée lumineuse m'eut traversé l'esprit, je vis clairement ce qui me restait à faire d'un bout à l'autre. J'arrangeai mes vêtements aussi bien que je pus et appelai un fiacre qui passait. Je me fis conduire à un hôtel dans Portland Street que je me rappelai par hasard. À mon aspect, lequel en effet était assez comique, quelque tragique que pût être le sort qu'il recouvrait, le cocher n'avait pu retenir un accès de gaieté. Je grinçai des dents avec un transport de furie diabolique. Le sourire disparut de son visage. Heureusement pour lui. Plus heureusement encore pour moi, car une minute de plus et je l'aurais sans doute arraché de son siège. Je jetai des regards si farouches autour de moi en entrant dans l'hôtel que les domestiques tremblèrent, n'osant échanger un coup d'œil en ma présence. Ils prirent obséquieusement mes ordres, me conduirent à une chambre et m'apportèrent tout ce qu'il faut pour écrire. Hyde en danger de vie était une créature toute nouvelle pour moi, secoué par une colère désordonnée, prêt au meurtre si on l'entravait dans ses desseins, se réjouissant même à cette idée. Il avait cependant conservé toute son intelligence. Il maîtrisa sa fureur par un grand effort de volonté, composa ces 2 lettres si importantes, une à Lanyon, l'autre à Poole, et pour plus de sûreté, les envoya à la poste avec l'ordre de les faire enregistrer. Il passa la journée assis près du feu dans sa chambre, rongeant ses ongles, et dîna en tête-à-tête avec ses craintes. Le garçon tremblait visiblement devant lui. À la nuit noire, il partit,
enfoncé dans un coin d'une voiture fermée, et il se fit promener par les rues. Je dis lui, car je ne puis pas dire moi. Ce produit de l'enfer n'avait rien d'humain. Il n'avait rien en lui que la peur et de la haine. Quand enfin il pensa que le cocher commençait à devenir méfiant, il le renvoya et s'aventura à pied, vêtu de ses habits qui lui allaient si mal, un objet remarquable parmi les passants nocturnes. Ces deux passions viles firent rage dans son cœur. Il marchait vite, chassé par l'effroi, se parlant à lui-même, se cachant dans tous les renfoncements, comptant les minutes qui le séparaient encore de minuit. Il rencontra une femme qui lui adressa la parole, lui offrant, je crois, d'acheter une boîte d'allumettes. Il lui donna un coup en pleine figure, et elle s'enfuit. Lorsque je revins à moi chez la Nyonne, la répugnance de mon vieil ami m'affecta peut-être un peu. Je ne sais pas. Dans tous les cas, ce ne fut qu'une goutte d'eau dans la mer d'horreur qui m'envahit quand je repassai dans ma mémoire les quelques heures qui venaient de s'écouler. Un changement survint en moi. Je n'avais plus la peur de l'échafaud. C'était la pensée terrible d'être Hyde qui maintenant me mettait au supplice. Ce fut presque dans un rêve que je reçus la condamnation de la Nyonne. Ce fut presque dans un rêve que j'arrivais chez moi et me couchais. Après les prostrations de la journée, je dormis d'un sommeil profond et complet, dont je ne pus être tiré même par les cauchemars affreux qui m'assaillirent. Je me réveillai le lendemain matin, secoué et affaibli, mais cependant rafraîchi. Je haïssais et craignais toujours la brute qui dormait en moi. Et naturellement, je n'avais pas oublié les dangers effrayants de la veille. Toutefois, me retrouvant chez moi dans ma propre maison, près de mes drogues, le bonheur que j'éprouvais d'être échappé au péril n'était égalé que par mon espoir dans l'avenir. Je traversai la cour avec lenteur, après déjeuner, aspirant avec plaisir l'air, un peu frais, quand je me sentis ressaisi de ces sensations qui précédaient la transformation. Je n'eus que le temps de m'abriter dans mon cabinet, et je me retrouvai en proie à toute la fureur des passions de Hyde. Cette fois, je dus prendre la dose double pour me rappeler à moi-même. Et hélas, 6 heures après, j'étais assis devant la cheminée, regardant tristement le feu. Les douleurs me reprirent, et il me fallut de nouveau m'administrer le breuvage. Bref, à partir de ce jour, ce ne fut que par de grands efforts, une contrainte continuelle et seulement sous l'influence immédiate de la drogue, que je pus conserver l'apparence de Jekyll. À toutes les heures du jour et de la nuit, je ressentais le frisson avertisseur. Surtout si je dormais, ou même m'assoupissais un instant dans ma chaise, je me réveillais, toujours Hyde. Sous la menace de cette catastrophe, et par le manque de sommeil auquel je me condamnais, même au-delà de ce que je croyais possible à l'homme, je ne tardais pas à être rongé et épuisé par la fièvre, affaibli au physique et au moral, et n'ayant qu'une pensée, l'horreur de mon autre moi-même. Quand je dormais, ou quand la vertu du médicament s'affaiblissait, j'entrais presque sans transition, car les douleurs de la transformation devenaient tous les jours moins fortes, en la possession d'une imagination débordant de terreur, d'une âme bouillant de haine sans cause, et d'un corps ne semblant pas assez fort pour contenir les énergies impétueuses de la vie. La puissance de Hyde semblait augmenter avec la disposition maladive de Jekyll, et la haine qui les divisait était certainement égale de chaque côté. Chez Jekyll, c'était un instinct vital. Il avait vu pleinement la difformité de cette créature qui partageait avec lui quelques-uns des éléments de la vie, qui comme lui était cohéritier de la mort, et au-delà de ces liens communs, lesquels par eux-mêmes formaient la partie la plus poignante de sa détresse, il ne regardait Hyde, malgré son existence palpable, que comme une chose non seulement monstrueusement diabolique, mais inorganique. Ce qu'il y avait de plus écœurant, c'était que de la vase de l'autre, il semblait que des voix sortaient qui proféraient des cris, que les cendres gesticulaient et prêchaient, que ce qui était mort et sans forme usurpait les fonctions de la vie. Et plus encore, cette horreur qui s'insurgeait était liée avec lui par des liens plus intimes que ceux qui l'eussent lié à une femme. Elle lui était plus proche que ses yeux. Elle était emprisonnée dans sa chair où il l'entendait murmurer et se débattre pour se faire jour.
et à chaque heure de faiblesse aussi bien que dans l'abandon du sommeil, elle s'élevait contre lui et le dépossédait de la vie. La haine de Hyde pour Jekyll était d'un ordre différent. La terreur de l'échafaud lui faisait continuellement commettre un suicide temporaire et retourner à la position subordonnée de n'être qu'une partie d'un être, au lieu d'être cet être en entier. Mais cette nécessité lui inspirait du dégoût. Il avait en aversion l'abattement dans lequel Jekyll était maintenant tombé. Et il ressentait l'injure de la répugnance avec laquelle Jekyll le considérait. Ce fut ce qui lui inspira tous les tours de singe qu'il me joua, traçant avec mon écriture des blasphèmes sur les pages de mes livres, brûlant les lettres de mon père et détruisant son portrait. Et s'il n'avait pas eu une si grande peur de la mort, il se fût livré il y a longtemps, à seule fin de m'entraîner dans sa perte. Son attachement à la vie est vraiment merveilleux. Je dis plus, moi qui ai le cœur soulevé et le sang glacé à sa seule pensée, quand je me représente l'agitation et la passion de cet attachement, connaissant la crainte qu'il a du pouvoir que j'ai de lui échapper par le suicide, j'arrive même à avoir pitié de lui. Le temps me manque terriblement pour prolonger cette description, d'ailleurs inutile. Personne n'a jamais éprouvé de tels tourments, que cela suffise. Et cependant, l'habitude m'avait apporté non de l'adoucissement, mais une espèce de callosité de l'âme, une certaine acquiescence de désespoir. Et ma punition eût pu durer des années sans une dernière calamité qui vient d'arriver et qui m'a finalement séparé et de mon propre visage et de ma propre nature. Ma provision de sel, qui n'avait jamais été renouvelée depuis ma première expérience, diminua sensiblement. J'en envoyai chercher d'autres. Je mêlai le breuvage, l'ébullition eut lieu, et le premier changement de couleur suivit, mais non le second. Je le bus quand même, mais sans effet. Poole vous dira comment j'ai en vain fouillé tout Londres. Je suis maintenant persuadée que ma première provision était impure, et que cette impureté ignorée avait donné son efficacité à mon breuvage. Voilà 8 jours de passés et je finis ce compte-rendu sous l'influence de la dernière des anciennes poudres. C'est alors la dernière fois que, à moins d'un miracle, Henry Jekyll peut penser ses propres pensées, voir son propre visage, bien tristement altéré maintenant, dans la glace. Je ne dois pas non plus tarder de terminer mes écritures, car si jusqu'ici ma narration a échappé à la destruction, ce n'est que grâce à une combinaison de grande prudence et d'heureux hasards. Que les angoisses de la transformation me prennent pendant que j'écris, Hyde la déchirera en morceaux. Mais si après que je l'aurai mise de côté il se passe un certain temps, son égoïsme étonnant et son instinct de préservation momentanée la sauveront peut-être une fois de plus de l'action de sa colère de singe. Sans aucun doute, le sort qui nous enveloppe tous les deux l'a déjà changé et accablé. Dans une demi-heure, quand je serai et pour toujours réintégré dans cette détestable personnalité, je sais que je m'assoirai, pleurant et frissonnant dans ma chaise, ou continuerai avec l'angoisse la plus contrainte et la plus craintive d'écouter, d'aller et venir dans ce cabinet, mon dernier refuge sur cette terre, et de prêter l'oreille à chaque bruit menaçant. Hyde mourra-t-il sur l'échafaud, ou trouvera-t-il le courage de se libérer au dernier moment? Dieu le sait, cela m'est égal. Je suis maintenant à l'heure véritable de ma propre mort, et ce qui suivra concerne un autre que moi. Ici alors, en posant ma plume et terminant ma confession, j'amène à sa fin la vie de ce malheureux Henry Jekyll.